Bonjour, dans cette 39e vidéo, on va aborder la deuxième partie sur les oscillateurs de relaxation. On va d'abord étudier l'un des comparateurs à hystérésis qui sont à la base de ces oscillateurs. On verra ensuite deux types de multivibrateurs instables. Le premier va être étudié en détail et on calculera sa période d'oscillation, tandis que le deuxième, je vais le proposer en exercice et je donnerai quelques indications. Enfin, chacun de ces trois paragraphes va être couronné par la partie expérimentale qui permettra de confirmer le côté théorique correspondant. Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va aborder la deuxième partie de ce chapitre sur les oscillateurs à relaxation avec le petit 2, comparateur à hystérésis. On avait vu le petit 1 sur le rappel sur l'amplificateur opérationnel. Et dans ce petit 2, on va voir l'un des comparateurs à hystérésis. Voici le montage de ce comparateur à hystérésis. Si vous remarquez, c'est pratiquement le même montage de l'amplificateur non inverseur. Avec la seule différence, c'est qu'on a inversé le plus avec le moins. Comme on le voit sur ce montage, on a plutôt une réaction positive. Donc ce montage ne comporte pas de réaction négative. Et par conséquent, l'amplificateur opérationnel ne peut pas fonctionner en régime linéaire. Donc il va automatiquement fonctionner en régime saturé. La tension de sortie va donc égale soit à plus V7, soit à moins V7. Sur le montage, on voit que la tension V- de l'entrée non inverseuse est égale à VE, la tension d'entrée. Et puisque le courant d'entrée est supposé nul, le courant qui traverse la résistance R2 est le même que celui qui traverse la résistance R1. On peut donc appliquer le diviseur de tension, qui est la tension aux bornes de R1, est proportionnelle à la résistance R1, elle est donc égale à R1 sur R1 plus R2 multiplié par Vs. Et comme Vs est égal soit à V7, soit à moins V7, on va poser V0 est égal à R1 V7 sur R1 plus R2. Comme ça, le V plus va être égal soit à plus V0 lorsque Vs est égal à plus V7, soit égal à moins V0 lorsque Vs est égal à moins V7. Lorsque la tension Vs est égale à plus V7, on avait vu sur le rappel de l'amplificateur opérationnel que Vs est égal à plus V7 si le epsilon qui est la tension entre le plus et le moins, qui est égal à V0 puisque le Vs est égal à plus V7, donc V plus est égal à V0, moins Ve qui est égal à V moins, est strictement positif. C'est-à-dire si VE est inférieur à V0. Pour Vs est égal à moins V7. Et on avait vu que Vs est égal à moins V7 si epsilon, qui est égal à moins V0 moins VE, puisque le V plus dans ce cas il est égal à moins V0 car Vs est égal à moins V7, est strictement négatif. Donc si VE est strictement supérieur à moins V0. Si on trace un axe sur lequel on porte le VE, on a donc deux tensions caractéristiques, V0 et le moins V0. Vous remarquez que si on prend un point par exemple ici, les deux conditions sont satisfaites parce que VE va être en même temps inférieur à V0 et en même temps supérieur à moins V0. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Est-ce que le Vs est égal à plus V7 ou bien moins V7? Eh bien, l'état de la tension de sortie va dépendre de ce qu'on avait avant. Est-ce qu'on était là ou bien on était ici? Si par exemple, avant d'arriver à ce point, on était là, VE inférieur à moins V0, cette condition n'étant donc pas satisfaite, et donc Vs va être égal à plus V7. Lorsque la tension augmente et on arrive à moins V0, puisque cette condition étant toujours satisfaite, l'état de Vs va rester toujours à plus V7. On ne va pas avoir basculement de la tension. Et donc on va arriver à ce point-là avec un état Vs est égal à plus V7. Le basculement vers moins V7, c'est lorsqu'on arrive à V0. Dans ce cas-là, cette condition ne sera plus valable. Et donc le Vs va passer à moins V7. Donc, comme vous le remarquez, l'étape pour un point donné entre moins V0 et plus V0
dépend de l'état antérieur, c'est-à-dire dépend de l'histoire de VE. Et c'est ça ce qu'on appelle en physique le phénomène d'hystérésis. C'est lorsque l'état d'un système dépend de son histoire, c'est-à-dire de ce qui s'est passé avant d'arriver à ce point-là. On va voir maintenant ce phénomène en détail pour une tension VE sinusoïdale qui est égale à E cosinus oméga t avec le grand E supérieur à V0. Voici la tension sinusoïdale VE de t avec par exemple le grand E est égal à 5 volts. Donc cette tension varie entre moins 5 et plus 5 volts en passant par V0 que j'ai pris ici par exemple à 3 volts. On a considéré E supérieur à V0 pour avoir le basculement. Lorsque la tension augmente depuis le moins E, puisque dans ce domaine VE est inférieur à moins V0, la tension de sortie de l'ampli-op c'est plus V7 et ça va rester à cet état tant que VE est inférieur à V0. C'est-à-dire lorsqu'on passe par moins V0, il n'y aura pas de basculement. Le basculement ne se produit que lorsqu'on arrive à cet instant-là où la tension VE est égale à moins V0. Donc lorsque VE est égal à V0, VS bascule à moins V7. Et le VE va continuer à monter, puis il va redescendre. Donc il va rester toujours égal à moins V7 tant que VE est supérieur à moins V0. Le basculement n'arrive que à l'instant où la tension VE arrive à moins V0. À cet instant-là, la condition VE supérieure à moins V0 n'est plus satisfaite et l'ampli-op va basculer vers plus V7. Donc quand VE est égal à moins V0, VS bascule à plus V7. La tension VE va continuer à descendre jusqu'à moins E, puis elle va remonter et le cycle va reprendre, ainsi de suite. Et donc on obtient à la sortie un signal carré, symétrique. Ce graphe, on va le vérifier expérimentalement. On va d'abord tracer ce qu'on appelle le cycle à hystérésis. Ce cycle est obtenu lorsqu'on trace VS en fonction de VE. Donc on va placer en ordonnée VS et on assiste le VE. Le VS il est soit égal à plus V7, soit moins V7. Et le VE va varier entre le moins E jusqu'à plus E en passant par moins V0 et V0. Donc elle va varier de façon sinusoïdale, comme ceci, alors que VS soit est égal à V7, soit moins V7. D'après ce qu'on vient de voir, quand on est ici, la condition VE supérieure à moins V0 n'est pas satisfaite. Donc forcément, VS va être égal à plus V7. Lorsque la tension arrive à moins V0, il n'y aura pas de basculement, puisque la condition VE inférieure à V0 est toujours satisfaite. Donc le basculement ne se fait que lorsque la tension arrive à V0. Et là, la tension va basculer vers moins V7. La tension VE va continuer à monter avec VS toujours égal à moins V7. Puis, elle va redescendre. Lorsqu'elle va diminuer depuis grand E, il n'y aura pas de basculement lorsqu'elle arrive à V0. Parce que la condition VS supérieure à moins V0 est toujours satisfaite. Et donc, le basculement ne se produit que lorsque la tension VE arrive à moins V0. Là, l'ampli-op va basculer vers plus V7 et la tension VE va continuer à descendre, puis elle va remonter et le cycle va reprendre, ainsi de suite. Donc on aura un mouvement comme ceci. On obtient alors ce qu'on appelle le cycle à hystérésis. Tout ceci, on va le vérifier expérimentalement comme vous allez le voir. On commence le côté expérimental de cette partie sur le comparateur à hystérésis. On va d'abord vérifier notre alimentation symétrique qu'on a déjà fabriquée dans la vidéo précédente. Voilà, donc j'allume mon alimentation, je mets en marche mon multimètre, je connecte le fil de masse. On doit avoir plus 15 sur ce fil-là. Voilà, donc on a bien 15,1 volts, donc pratiquement 15 volts. Et on doit avoir moins 15 volts sur ce fil. Moins 14,98, donc c'est pratiquement moins 15 volts.
Je vais arrêter cette alimentation pour faire le montage. Voilà le montage qu'on va faire. C'est le comparateur à hystérésis. On a besoin de deux résistances R1 et R2. J'ai choisi pour R1 2,2 kΩ, pour R2 22 kg. Comme ça, on va avoir V0 qui est égal à R1 VSAT sur R1 plus R2, qui va être à peu près égal à 1,3 volts, en prenant VSAT est égal à 15 volts. On va prendre pour VE une tension sinusoïdale d'amplitude E qui est égale à 2,5 volts. C'est le maximum que peut donner ce GBF et qui est bien supérieur à V0 qui est égal à 1,3 volts pour que l'ampli-op puisse basculer de moins 15 à plus 15 et inversement. Et on va prendre une fréquence de 70 Hz, une fréquence qui n'est pas très grande et qui permet une bonne visualisation du cycle à hystérésis. Voilà, on passe maintenant au montage. Comme d'habitude, on va utiliser notre plaquette lave. On a déjà expliqué le fonctionnement de cette plaquette dans une vidéo précédente. Ce fil est connecté avec la patte numéro 7, donc ça va être le plus 15. On va mettre le fil de masse ici. Il est bien connecté sur cette ligne-là. Donc toute cette ligne, c'est la ligne de masse. Et on va mettre le moins 15 à la patte numéro 4. C'est ce fil-là qui est connecté avec cette fiche. Voilà la résistance de 2,2 kg. R1. On a 3 traits rouges. Donc c'est 22 10 puissance 2. C'est-à-dire 2,2 kg. Une patte de cette résistance à la patte numéro 3 de l'ampli-op. C'est la patte numéro 3 ici. Et l'autre patte à la masse. Donc sur cette ligne-là de masse. Pour la résistance R2, deux lignes rouges, donc c'est 22, et une ligne orange, 10 puissance 3, donc 22 kΩ. Une patte de cette résistance connectée avec la patte numéro 3 de l'ampli-op et l'autre patte de la résistance à la patte numéro 6 qui est la sortie de l'ampli-op. Voilà, donc je mets une patte ici et une patte là, numéro 6 de l'ampli-op. Voilà. On connecte maintenant la tension VE avec un fil vert que je mets là, par exemple. Et le fil correspondant, je dois le mettre à la patte numéro 2 de l'ampli-op. Voilà. Et là, je la mets à la fiche correspondant au GBF, générateur out. Donc notre GBF est connecté. Pour visualiser cette tension VE, je vais utiliser cette fiche que je mets sur le canal 2. Donc ce fil rouge, je le mets avec le fil vert, comme ça je visualise la tension VE. Et le fil de masse, j'utilise par exemple ce fil-là pour connecter la masse, ligne de masse. Et celui-là, je le mets à la masse. Il me reste à visualiser la tension VS. Je vais utiliser cette sonde. Je mets sur le canal 1 la sonde, je la connecte à la sortie avec la patte de la résistance R2. Je mets en marche mon alimentation. Je passe en mode GBF. Voilà, c'est déjà réglé. Donc on a la tension qui va varier de moins 2,5 volts à 2,5 volts avec un offset qui est égal à 0. Donc une tension purement sinusoïdale sans composante continue. À une fréquence de 70 Hz. Je vais lancer la tension sinusoïdale. Voilà, il est passé en mode on. Et je passe en mode oscilloscope pour voir. On a donc bien une tension carrée et une tension sinusoïdale. Je vais changer de sensibilité pour bien voir la tension. Je crois que c'est la meilleure visualisation que je puisse faire. On remarque qu'on a bien les courbes qu'on a prévues de façon théorique. Lorsque la tension monte, la tension de sortie reste à VSAT jusqu'à ce que cette tension arrive à V0 qui est là. On a basculement vers moins VSAT. La tension VE continue à monter jusqu'au maximum. Puis, lorsqu'elle descend, le basculement de moins VSAT à plus VSAT se produit à moins V0. Et ainsi de suite.
Donc on a bien les courbes qu'on a prévues, théoriquement. Ceci en mode balayage. Pour visualiser le cycle à hystérésis, je dois passer en mode XY. Il est en mode off, donc je passe en mode on, et on a ici le cycle. Mais ce cycle est inversé. Pour ce schéma-là, la tension VE, c'est sur l'axe Y, et la tension VS sur l'axe des X. Je dois inverser les entrées. Je dois mettre la tension VS sur le canal 2 et la tension VE sur le canal 1. Rien n'apparaît, c'est parce qu'il faut changer les sensibilités. Le canal 2. Voilà donc le cycle qui apparaît. Je dois changer la sensibilité de l'axe horizontal. Voilà donc un joli cycle à hystérésis que je peux vous montrer. Alors pour la descente, on ne voit que des pointillés. Là et là. Donc on a bien le cycle à hystérésis qu'on a prévu de façon théorique. Voilà. On passe maintenant à un petit 3 concernant l'oscillateur électronique proprement dit, qu'on appelle multivibrateur astable. On va donc considérer le montage constitué du comparateur à hystérésis, tel que celui-ci, qu'on vient de voir précédemment. Ce comparateur, on va l'associer à un circuit RC monté comme ceci. On avait vu que pour ce comparateur, la sortie de l'ampli-haut ne peut avoir que deux états, soit plus V7, soit moins V7. Lorsque Vs est égal à plus V7, puisque la tension plus V7 est positive, donc elle est supérieure au potentiel de la masse, et donc il y a un courant qui va passer dans ce sens-là à travers la résistance et la capacité. Bien sûr, il y a un autre courant qui va passer à travers R1 et R2 vers la masse, mais qui ne va pas nous intéresser. Ce courant-là va charger le condensateur, et donc la tension VE aux bornes de ce condensateur va augmenter. Et on avait vu, lorsqu'on avait étudié le comparateur à hystérésis, que lorsque la tension VE arrive à V0, l'ampli-haut bascule vers moins V7. On obtient donc ici une tension négative, donc inférieure au potentiel de la masse, et donc on va avoir un courant qui va passer dans le sens inverse, de la masse vers la sortie de l'ampli-haut. Donc le condensateur va se décharger et la tension VE va diminuer. Lorsque la tension VE arrive à moins V0, d'après ce qu'on avait vu avec le comparateur à hystérésis, la tension de sortie Vs va basculer vers plus V7. La tension VE va augmenter, et lorsqu'elle arrive à V0, l'ampli-haut bascule vers moins V7, et donc la tension VE va diminuer. Lorsqu'elle arrive à moins V0, l'ampli-haut va basculer vers plus V7, et donc le cycle qu'on vient de voir va reprendre. On a ainsi constitué un oscillateur. Le montage agit donc comme un oscillateur électronique de relaxation. On l'appelle comme ça, de relaxation, parce que les oscillations ne sont plus sinusoïdales. La période des oscillations de cet oscillateur va dépendre du temps de la charge et de la décharge du condensateur. Et donc va dépendre du produit RC qu'on appelle justement le temps de relaxation. Plus ce produit est grand, plus la charge et la décharge est lente, et donc plus la période est grande. Dans la suite, on va chercher l'expression de la période T de cet oscillateur en fonction du produit RC, et éventuellement des résistances R1 et R2. On va passer maintenant au calcul de la période T de cet oscillateur électronique. Pour cela, on va calculer la tension VE de T aux bornes du condensateur de capacité C lorsque Vs est égal à plus V7. Pour Vs est égal à plus V7, le courant va passer dans ce sens-là à travers la résistance et il va charger le condensateur. Puisque le courant d'entrée dans l'ampli-haut est supposé nul, c'est comme si ce fil n'existe pas. On a donc le circuit équivalent suivant. La tension V7 aux bornes du circuit RC. On applique donc la loi des mailles. D'après le montage, on a V7
est égal à RI plus VE. Et pour le condensateur, on a la convention récepteur. On a donc la relation I est égal CD de VE sur DT. On remplace donc I par cette expression-là dans cette équation et on divise le tout par RC. On obtient alors l'équation différentielle suivante, D de VE sur DT plus 1 sur taux fois VE est égal à Vsat divisé par taux, avec taux est égal au produit RC. C'est une équation du premier ordre à coefficient constant avec second membre. La solution générale de cette équation, c'est la solution de l'équation sans second membre plus une solution particulière. La solution particulière, c'est Vsat, puisque Vsat est une constante, sa dérivée est nulle. Et donc en remplaçant VE par Vsat, et on obtient Vsat sur taux est égal à Vsat sur taux. Donc c'est bien une solution. D'où la solution de l'équation qui est de la forme VE de t est égal à grand A exponentielle moins t sur taux plus Vsat. Vous avez déjà rencontré plusieurs fois cette équation de premier ordre dont la solution c'est A exponentielle moins t sur taux. On va chercher la constante grand A. On va considérer l'instant t est égal à 0. C'est l'instant de basculement de l'enveloppe de moins Vsat à plus Vsat. On sait que ce basculement se produit lorsque VE passe par moins V0. Donc on va considérer l'instant t est égal à 0, l'instant où VE est égal à moins V0. En remplaçant t par 0 dans cette expression, l'exponentielle 0 c'est 1. On obtient alors A plus Vsat est égal à moins V0. D'où A est égal à moins, entre parenthèses, V0 plus Vsat. On remplace le grand A ici et on obtient alors la solution VE de t qui est égale à Vsat moins V0 plus Vsat exponentielle moins t sur taux. Le graphe est donc le suivant. Pour Vs est égal à Vsat, une constante, la tension VE de t croît de façon exponentielle de moins V0 et qui tend vers plus Vsat lorsque t tend vers l'infini. Mais on vient de voir que pour cet oscillateur, le VE ne va pas jusqu'à plus Vsat. Lorsqu'elle arrive à V0, le Vs bascule vers moins Vsat. Le condensateur va alors se décharger de façon exponentielle pendant que la tension Vs reste égale à moins Vsat. Et lorsque la tension VE arrive à moins V0, l'enveloppe bascule vers plus Vsat. Et le cycle reprend. On obtient alors un oscillateur de relaxation qui n'est donc pas sinusoïdal. On obtient des branches d'exponentielle, la charge et la décharge du condensateur. La période t, c'est cet intervalle de temps-là. On a donc ici t sur 2. Et pour trouver l'expression de cette période t, on va écrire que à l'instant t qui est égal à grand T sur 2, la tension VE est égale à V0. Voilà, donc à t est égal à t sur 2, VE est égal à V0. Et en utilisant l'expression de VE de t, on remplace t par grand T sur 2. On obtient alors cette équation V0 est égal à Vsat moins V0 plus Vsat exponentielle moins grand T sur 2 taux. On obtient alors exponentielle moins T sur 2 taux est égal à Vsat moins V0 sur Vsat plus V0. On va maintenant remplacer le grand V0 par l'expression qu'on a déjà posée, c'est-à-dire V0 est égal à R1 Vsat sur R1 plus R2. Donc tous les termes contiennent Vsat qu'on peut simplifier et on obtient alors l'exponentielle moins T sur 2 taux est égal à 1 à la place de Vsat moins R1 sur R1 plus R2 sur 1 plus R1 sur R1 plus R2. On fait alors même dénominateur en haut et en bas et on simplifie ce même dénominateur R1 plus R2. On obtient alors R2 sur 2R1 plus R2. On introduit alors le logarithme népérien des deux côtés. On obtient alors moins T sur 2 taux est égal au log népérien de R2 sur 2R1 plus R2. On fait disparaître le signe moins en inversant cette fraction-là. On obtient alors l'expression T sur 2 taux est égal au log népérien de 1 plus 2R1 sur R2. D'où finalement l'expression de la période grand T, c'est 2RC qui est l'expression de taux, log népérien de 1 plus 2R1 sur R2. Donc comme vous le remarquez, cette période est bien proportionnelle au produit RC et elle dépend aussi de R1 et de R2.
On va vérifier cette expression-là expérimentalement. On va passer maintenant au côté expérimental de la partie multivibrateur instable. Voici le montage qu'on vient de voir. Les deux résistances R1 et R2, la résistance R et la capacité C. Alors, cette fois, pour gagner du temps, j'ai déjà câblé le montage. Je vous le montre donc de façon plus proche pour voir les composants. Donc on a les deux résistances R1 et R2 qui sont identiques. Deux traits rouges et un trait orange, ça veut dire 22 10 puissance 3, donc 22 kg pour chacune des deux résistances. La résistance R1, c'est la résistance qui est reliée à la ligne de masse. La résistance R2 entre la patte numéro 3, c'est-à-dire entre le plus et la sortie, la patte numéro 6. La résistance R, on a un trait marron, un trait noir, c'est-à-dire 10, et un trait orange. Donc la résistance R, c'est 10 kg. Une patte à la sortie, et l'autre patte à l'entrée numéro 2, c'est-à-dire l'entrée moins. Et la capacité C, c'est écrit dessus, 330 nano. Donc une patte est reliée à la ligne de masse, et l'autre patte à la patte numéro 2. Voilà, donc le montage est bien câblé. J'ai écrit ici les résistances R1 et R2 10 kg. Comme ça, le V0 va être égal à V7 sur 2. La résistance grand R 10 kg. Et la capacité C, 330 nanofarad. La période T des oscillations de l'oscillateur, théoriquement, elle est égale à 2 RC, log népérien de 1 plus 2 R1 sur R2. Comme R1 est égal à R2, le rapport va être égal à 1, donc on va avoir log népérien de 3. 2 fois 10 puissance 4 fois 330 10 moins 9 fois log népérien de 3, ce qui va donner 7,25 millisecondes. La fréquence F, qui est égale à 1 sur T, va donc être égale à peu près 138 Hz. On va maintenant câbler le montage. Donc le montage est câblé. Donc je lance l'alimentation en allumant et j'allume mon oscilloscope. On voit ici les oscillations. Je peux changer un peu la base de temps. Voilà, donc on voit bien la charge et la décharge du condensateur. Au moment de la charge du condensateur, on a la tension Vs qui est égale à plus V7. Et au moment de la décharge, c'est moins V7. La tension V0, il est au milieu de V7, donc c'est bien V7 sur 2, puisqu'on a ici les mêmes sensibilités, 5 volts pour le canal 1 et 5 volts pour le canal 2. Pour la fréquence, on peut la lire ici. Je rapproche un peu. Donc la fréquence c'est à peu près 136 Hz. Donc c'est une valeur qui est très proche de la valeur théorique qu'on vient de voir, c'est 138 Hz. On a bien donc un oscillateur de relaxation qui marche très bien. Une variante pour ce petit circuit, on peut fabriquer un testeur d'ampli-haut. On peut rajouter ici deux diodes montées en tête bêche, comme on le dit dans le jargon électronique, c'est-à-dire inversées, avec une petite résistance que je note ici RP, c'est-à-dire une résistance de protection des diodes, que je vais prendre égale à 100 ohms. Lorsque la tension de sortie de l'ampli-haut est égale à plus V7, le courant va passer à travers ce chemin-là, celle-ci va être bloquée, et donc c'est la diode rouge qui va s'allumer. Par contre, lorsque la tension de sortie de l'ampli-haut va être égale à moins V7, le courant va aller de la masse vers la sortie de l'ampli-haut, et donc il va emprunter ce chemin-là. C'est la diode verte qui va s'allumer. Pour avoir une période qui est assez grande, 0,5 secondes, on peut prendre pour R 1 mégohm, c'est-à-dire 10 puissance 6 ohms, et pour capacité, C est égal à 224 nanofarads, c'est-à-dire une fréquence de 2 Hz. Et on peut voir les oscillations. Voici le montage que j'ai déjà câblé sur ce circuit imprimé. Ici, on doit mettre le plus 15, et là c'est le moins 15, et là c'est la masse. On voit ici les diodes rouges et vertes. Voici la résistance de protection de 100 ohms. On a un trait marron et deux traits noirs, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance 1. La résistance de 1 mégohm, c'est écrit là-dessus, on voit bien ici 1 mégohm. La résistance R1 et la résistance R2, qui sont identiques, 10 kg chacune. La capacité C,
c'est 224 nanofarads. Là, on a un support d'ampli-haut. On peut enlever ou mettre l'ampli-haut. Voilà, c'est un support d'ampli-haut. Pour tester l'ampli-haut, on doit le mettre en respectant le petit repère là, qui doit être confondu avec le repère de l'ampli-haut. Voilà, donc je mets mon ampli-haut. Je vais mettre le plus 15 et le moins 15. Donc là, c'est le plus 15. Je le mets ici. Là, c'est le moins 15. Je le mets là. Et le fil de masse, je vais le mettre ici. Là, il s'allume un peu. C'est à cause de la tension des piles. Je mets en marche mon alimentation. Et on remarque qu'on a bien des oscillations. On voit que la fréquence n'est pas très grande. Chaque diode doit s'allumer 2 fois par seconde. Donc si ça marche, c'est-à-dire si on a de bonnes oscillations, on peut dire que l'ampli-haut marche bien, il est bon. S'il n'y a pas d'oscillation, comme ceci, on conclut alors que l'ampli-haut est défectueux. Finalement, voici un exercice que je vous propose de chercher. On vous demande de montrer que le montage suivant constitue un multivibrateur astable, c'est-à-dire un oscillateur de relaxation. Comme vous le remarquez sur ce montage-là, il est composé de 2 étages. Un étage qui est un comparateur à hystérésis, qui est associé à ce deuxième étage qui constitue un intégrateur que vous avez bien étudié l'année dernière. Ces 2 étages sont reliés par un fil. Donc la sortie de ce comparateur qui va être soit plus V7, soit moins V7, constitue l'entrée de l'étage intégrateur. On vous demande de tracer les tensions VE de T et VS de T en posant V0 est égal à R1 sur R2 multiplié par V7. Et on vous demande aussi de montrer que la période de cet oscillateur, grand T, est égale à 4R1 RC sur R2. Alors, je vous laisse le soin de faire ce calcul, mais dans la partie expérimentale, on va visualiser les tensions VE de T et VS de T, et on va vérifier cette expression de la période. Enfin, je vous présente la dernière expérience concernant l'exercice que je vous ai proposé. C'est ce montage-là, qui comprend 2 amplificateurs opérationnels, une seule capacité et 3 résistances. Voici le montage déjà câblé. Je rapproche de la caméra pour bien voir. Voilà donc le câblage et les résistances. Pour que le montage fonctionne, il faut veiller à ce que le V0, qui est égal à R1 sur R2 V7, doit être inférieur à V7. Donc obligatoirement, on doit prendre R1 inférieur à R2. C'est bien ça, R1 10 kg et R2 22. Vous devez montrer en exercice que T doit être égal à 4 R1 R fois C sur R2. Comme on a pris R est égal à R2, le R va se simplifier avec R2. R1 est égal à 10 puissance 4 ohms et C 10 puissance moins 6 farad. Comme ça, le produit R1 fois C va être égal à 10 moins 2. On aura donc T est égal à 4 à 10 puissance moins 2 secondes. Pour la fréquence, qui est égale à 1 sur T, donc c'est 100 sur 4, qui est égal à 25 Hz. On va le vérifier expérimentalement. Je dois donc brancher la masse, le moins 15 ici, le plus 15 là. Pour le canal 1, je vais mettre ici. Voilà, donc le montage est complet. Je mets en marche mon alimentation et j'allume mon oscilloscope. Voilà ce que vous devez montrer en exercice. Voilà les signaux qu'on obtient. Vous devez montrer que le signal VE, c'est un signal triangulaire, comme on le voit ici, et que le signal de sortie du deuxième ampli-haut, VS, c'est un signal rectangulaire. Lorsque VS est égal à plus V7, le signal VE décroît linéairement de V0 à moins V0.
Et lorsque le signal Vs est égal à moins Vsat, le signal Ve croît linéairement de moins V0 à plus V0. Pour montrer l'expression de la période grand T, vous devez prendre par exemple l'instant t est égal à 0 ici, lorsque la tension est égale à moins V0. Et vous devez trouver l'expression de la tension VE en fonction du temps. Et lorsque l'instant t est égal à t sur 2, on doit avoir VE est égal à V0. Je vous rapproche l'écran de l'oscilloscope pour bien voir la fréquence. La fiche F est égale à 24 Hz. Donc la valeur expérimentale de la fréquence, 24 Hz, est très proche de la valeur théorique qu'on avait calculée tout à l'heure. C'était 25 Hz. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, de partager et de mettre un like. Merci de votre attention et à la prochaine.